Merci Joseph, merci aux organisateurs de ce très beau colloque, Carmelo, Rieta, Joseph, Giuseppe, euh, pour l'organisation et le programme extrêmement riche et les discussions qui ont déjà eu lieu dans ces premières journées. Au moment donc où nous commémorons le demi-siècle de la publication d'Autrement qu'être, donc au moment où nos mémoires philosophantes, aux uns et aux autres, sont appelées à se remémorer leurs propres histoires et leurs propres rapports à ce texte, Autrement qu'être. Je voudrais me demander qu'est-ce qu'il reste de nos lectures d'Autrement qu'être après autant de colloques, de discussions, de textes lus et écrits. Je me demanderai donc quelles inflexions et bien plus quel bouleversement dans notre manière aux uns et aux autres de faire de la philosophie nous viennent de Lévinas, c'est-à-dire de quelle dette philosophique sommes-nous redevables à Lévinas et en particulier à ce grand livre, ce livre magnifique qu'est Autrement qu'être. À cette question donc du bilan ou de l'héritage d'une pensée, je voudrais essayer de répondre de façon simple et en même temps singulière, c'est-à-dire de répondre pour mon propre compte. Et pour moi, la force extraordinaire de cette pensée de Lévinas consiste essentiellement, pour dire les choses de façon lapidaire et ramassée, et c'est des choses c'est quelque chose que je vais préciser, que j'ai toujours investi dans tous mes travaux, en particulier ceux que Joseph a l'habilité d'avoir signalés, même lorsque ces travaux semblaient parcourir des champs qui paraissaient ou pouvaient paraître éloignés des thèmes lévinassiens proprement dit. Donc, quelle est la nature de cette dette pour moi? Lévinas, je l'ai dit rapidement hier en m'adressant à Orietta, Lévinas n'aura donc jamais cédé sur l'effectivité d'un dehors, d'une extériorité, avec plein de risques, avec beaucoup de risques qui vont avec, le risque le piège de l'hypostase, le risque d'une substantialisation, les difficultés classiquement relevées par le travail philosophique du rapport entre le dedans et le dehors, l'intérieur et l'extérieur. Il n'a pas cédé. Lévinas n'a pas cédé. Et ne cédant pas sur l'effectivité de ce dehors, il n'aura pas cédé à Hegel. Disons comme ça, là aussi, pour le dire très rapidement. Céder à Hegel c'eût été, c'est très difficile de ne pas céder à Hegel, céder à Hegel c'eût été renoncer d'une manière ou d'une autre à l'extériorité et à son effectivité, oublier le dehors, oublier les abîmes et les gouffres du dehors, une fois ce dehors, dans sa sauvagerie brute, une fois réintégré dans les pénates dialectiques de l'intériorité, de la réintériorisation de l'Erinnerung, pour rappeler le mot de la fin de la phénologie de l'esprit. Ce dehors, cette extériorité-altérité, relève, chez Lévinas, donc bien sûr, d'un régime d'antériorité inatteignable, de la précession anarchique que, 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 que relève, que pointe Lévinas, tous les A qu'on trouve dans l'œuvre, anarchie, anarchéologie, anachronie, asymétrie, ou tous les prêts, en particulier, bien sûr, le prêt originel. J'ajoute que ce que provisoirement et très massivement on pourrait appeler chez Lévinas une intuition de l'extériorité, j'ajoute que cette intuition de l'extériorité, pour dire les choses de façon très très imprécise, chez lui, c'est ça qui me frappe, elle est extrêmement précoce. Elle est précoce, elle traverse l'œuvre en entier, du début à la fin. Je cite par exemple une petite phrase dans le volume 1 des œuvres, Les carnets de captivité. Donc, c'est des petites notes, comme vous le savez, hein, qui sont notées pour soi-même, en quelque sorte. Il écrit
là aussi de façon, je suis contre l'intériorité, écrit-il. Je suis contre l'intériorité car, ajoute-t-il, intériorité signifie que tout peut être absorbé, contenu, il met un tiret pour marquer un contrepoint, séparation. C'est-à-dire que cette intériorité, telle qu'elle est là mentionnée par ce jeune philosophe qui est à ce moment-là Lévinas, l'intériorité est une figure du tout absorbable, là où l'extériorité se scinde et laisse place à la séparation. C'est-à-dire que l'intériorité, c'est toujours, pour Lévinas, je pense que c'est ce qu'il veut dire quand il dit tout peut être absorbé, elle est toujours hypertrophique. Il y a toujours, on ne peut pas dire intériorité si on ne pense pas hypertrophie de l'intériorité. Et le visage lui-même, là aussi, c'est une intuition qu'on peut lire dans plusieurs passages des volumes 1 des carnets. Le visage émerge dans la pensée de Lévinas ou commence à être pensé, vaguement thématisé, comme transcendance de l'extériorité absolue, ce qu'il appelle dans les carnets un hors-monde, un hors du monde, et il ajoute, ce sont des formules très fortes, finalement, le choc doit venir du dehors, le choc doit venir du dehors. Il y a quelque chose comme une pensée de ce choc, évidemment, chez Lévinas, et ce dehors, il le détermine comme, toujours dans le volume 1, hein, la profondeur de l'ouvert. Un choc qui viendrait de cette profondeur de l'ouvert. Donc, par l'œuvre de Lévinas, par l'œuvre en entier, par cette pensée, s'esquisse, c'est ce que je disais en commençant pour marquer ma dette et mon admiration, par cette œuvre s'esquisse une autre parenté que celle des affiliations internes, des affiliations immanentes, des synthèses, qui trouvent, dit Lévinas, leur cohérence et qui trouvent leur logique dans ce qu'il appelle au début, dans les premières pages d'Autrement qu'être, une matrice. Il ne parle pas de matrice, il dit le couple être-néant. Et ce couple de l'être et du néant a cette fonction matricielle. Et donc, il y aurait quelque chose de constructible dans l'œuvre qui serait comme peut-être une phénoménologie du choc ou une phénoménologie ou une métaphénoménologie de l'extériorité, des dehors. Euh, le choc, pour préciser de quel choc il s'agit, mais peut-être pas trop vite précisé, mais c'est, Lévinas l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'apparition d'autrui. C'est le terme qu'il utilise dans les carnets. Alors, autrement qu'être, j'y viens plus précisément maintenant, se ferme ou s'ouvre, comme on voudra, sur le chapitre 6, qui est intitulé Au dehors, et que Orietta a déjà largement commenté hier. Et une des premières phrases de cette Au dehors, qui est peut-être une sorte de hors-livre ou d'appel à une sortie du livre, consiste à poser, je cite la page 269, que le néant perpétue la vérité des idéalismes. Le néant perpétue la vérité des idéalismes. Et alors, ce sont ces deux pans de pensée, l'extériorité, le nihilisme, le plein et le rien, la positivité débordante et la négativité redondante, que je voudrais, à très gros traits, aborder. Je trouve dans Lévinas cette intime affinité, celle dont Jacobi, dont je vais dire un mot, celle que Jacobi a déchiffrée inauguralement, très insuffisamment, dont il a quand même restitué l'arcane secrète, et c'est-à-dire cette intimité entre le néant, disons, et l'idéalisme, ça court comme ça jusqu'à Lévinas, je vais essayer de dire pourquoi, et ça va aussi jusqu'à Léo Strauss, par exemple, qui dans une conférence de 1941, qui est une conférence consacrée au nazisme, il dit, je cite, c'est un petit volume que vous connaissez certainement, qui s'appelle Nihilisme et politique, il dit
Léo-Strauss, un certain idéalisme est au fondement du nihilisme allemand. Il écrit en 1941, quand il parle du nihilisme allemand, de façon explicite, il s'agit du nazisme. Donc, je voudrais essayer d'engager une réflexion sur le nihilisme, sur la question du nihilisme, comme on dit. Nous savons que rien n'est moins précis que cette notion de nihilisme, c'est comme un fleuve au courant si puissant et si agité qu'on non seulement on ne s'y baigne jamais deux fois, mais peut-être même pas une seule fois. Ce n'est pas un concept, en tout cas, le nihilisme. Nous le savons également. Disons que c'est peut-être un paysage, une atmosphère, au sens où Arletty en parle dans un film français célèbre d'avant-guerre, ou bien, mais c'est pareil, tout ça, un paysage, une atmosphère ou un diagnostic culturel qui est porté sur une époque, ou sur une œuvre, ou sur une séquence de pensée, ou sur un climat. Cette notion de nihilisme est trop large pour embrasser quoi que ce soit disons, d'un peu consistant. C'est une notion qui est également trop anthropique, parce qu'elle peut s'autodégrader jusqu'à des proclamations d'anti-nihilisme, hein, jusqu'à même un anti-nihilisme affirmé, ce qui complique les choses. Euh, et ce terme, donc, de nihilisme, ce terme polymorphe, est difficilement saisissable, un peu comme la nuit de l'absolu de Hegel, où tous les chats sont gris et toutes les formes sont informes. Du coup, je peux comprendre, il ne serait pas du tout illégitime de se refuser à utiliser cette notion de nihilisme. Pourtant, dans cette conférence et dans des choses récentes, non seulement je maintiens cette notion, malgré les difficultés que je viens de signaler très rapidement, mais je lui reconnais aussi, peut-être conjoncturellement, dans la conjoncture actuelle, philosophique, idéologico-politique, géopolitique, géothéologique, une efficacité non négligeable, une efficacité heuristique non négligeable. Alors je vais essayer d'en confronter les aspects et les contenus qui m'intéressent à, bien sûr, l'éthique selon Lévinas, à ce qu'il nomme de ce nom, c'est-à-dire au fond peut-être une théorie non anthropologique du sujet humain. Euh, en deux mots, là encore, et avant d'en venir à la chose même, Lévinas est très attentif à ce qu'il repère toujours comme cette intime connexion dont je parlais entre le refus radical de ce qu'il a appelé merveille de l'extériorité et le nihilisme inhérent à la tradition métaphysique occidentale, soit à l'idéalisme, c'est-à-dire toute philosophie, là je me réfère à Jacobi, il écrit, Jacobi, en 1799, il écrit que toute philosophie, depuis 100 ans, dit-il, depuis 100 ans, est nihiliste. L'idéalisme que je traite de nihilisme, dit-il dans ce petit texte qui s'appelle Lettre sur le nihilisme, ou Lettre à Fichte. Et cette position de Jacobi, elle pourrait tenir dans sa reprise autrement articulée, hein, et autrement pétrie, si je peux dire, dans Autrement qu'être, dans la proposition donc de Lévinas, que j'indiquais il y a un instant, le néant perpétue la vérité des idéalismes. Alors, d'abord, un ou deux mots sur Jacobi, et sur le diagnostic qu'il porte, que je viens de mentionner, depuis 100 ans, tout idéalisme est nihilisme, l'idéalisme que je traite de nihilisme. Dans ce texte, le texte de 1799 auquel je me rapporte, Jacobi explique que la métaphysique idéaliste, c'est-à-dire en gros la philosophie moderne, disons, ce qui va de Descartes, Spinoza à Kant, Schelling, Fichte, cette métaphysique est incapable de penser positivement. Je rappelle là, pratiquement presque à la lettre le propos de Jacobi, incapable de penser donc positivement la métaphysique idéaliste, l'existence ou la finitude ou la vie. Elle nie, cette métaphysique, avec Dieu, avec la liberté ou avec l'être, dit-il, la réalité même de la nature, je reprends les mots de Jacobi, en réduisant donc toute chose à un principe inconditionné, la subjectivité, dit-il, au sens où Heidegger, dont le geste
enfin, c'est Jacobi qui anticipe quelque chose du geste de Heidegger, au sens où Heidegger parlera plus tard, lui, de métaphysique de la subjectivité pour qualifier cette tradition, qui est au fond notre tradition. Ce principe, cette arché, ne peut s'envisager que du point de vue, je suis dans Jacobi, là, que du point de vue de la pensée, et à l'intérieur de la pensée elle-même. Hors de la pensée, c'est-à-dire dans la réalité des choses et du monde, ce principe d'absoluité est un néant absolu. Selon l'idéalisme, je cite le texte de Jacobi, l'homme ne connaît qu'en concevant et il ne conçoit qu'en transformant la chose en simple forme, qu'en faisant de la forme une chose et de la chose un néant, dit-il, dont tout découlerait selon une nécessité d'autant plus implacable qu'elle ne rencontre jamais le réel, c'est-à-dire l'extériorité. Ce néant du concept voue donc tout idéalisme, je mets des guillemets puisque je parle ici de l'usage que fait en 1799 Jacobi, ce néant du concept voue tout idéalisme à inévitablement engloutir la transcendance dans la nuit aveugle d'une immanence lisse, d'une immanence étale. Dans ses développements et ses explications, Jacobi met en place une célèbre métaphore que je rappelle rapidement. Le logos est comparé par Jacobi à un bas, à une chaussette, sur lequel auraient été tricotés des fleurs, un soleil, une lune, des étoiles, et, explique Jacobi, le monde auquel parvient le philosophe par cette trame logique où sont tissées des formes, comme il dit, serait semblable au dessin de ce bas ou de cette chaussette. C'est le résultat, le produit de la raison spéculative. La raison produit des choses abstraites, dit Jacobi, et elle fait de ce qui est néant quelque chose et réduit ce qui est quelque chose à néant. Elle produit donc l'univers, pardon, le produit de cette raison spéculative, on pourrait dire une chaussette au lieu du monde. Une chaussette où aura été tricoté le monde plutôt que le monde, un rien pris pour le vrai du monde. Euh, le propos que je rappelais, la raison produit des choses abstraites, fait de ce qui est néant quelque chose et réduit ce qui est quelque chose à néant, euh, la raison donc tricote son monde et le fait passer en sous-main pour le monde. Il y a un presque contemporain de Jacobi, Rousseau, dit à peu près la même chose. Je cite un petit passage de la Nouvelle Héloïse où il dit « C'est une manie commune aux philosophes de tous les âges, c'est une manie commune aux philosophes de tous les âges, de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas. » Les deux formules sont vraiment, ils ne se sont pas lus, bien sûr. Et j'ajouterais, conformément à ce qu'explique Jacobi, que cette négation de ce qui est la condition de possibilité de toute explication de l'être qui n'est pas. On peut songer ici, évidemment, à l'origine même de la philosophie dans le parricide. Le néant, donc, forme dans notre tradition philosophique la condition, je reprends les mots de Lévinas, les mots d'autre banquette, la condition de la perpétuation de la vérité. Il faudrait, au rien de l'idéalisme, il faudrait ajouter, dans une sorte de vibration métonymique, mais je n'ai pas le temps de le faire ici, le secret. Il faudrait montrer comment ce qui anime l'élan même de l'idéalisme nihiliste, selon Jacobi, c'est quelque chose comme une complicité du rien et du secret. Mais ça m'entraînerait trop loin, je n'ai pas le temps. Éventuellement, à partir de questions, je pourrais m'expliquer un petit peu sur cette chose que je ne fais que mentionner comme ça en passant. Cette condition de la perpétuation de la vérité par le néant est assurée parce que, je cite Lévinas, et je cite encore le premier volume des œuvres, parce que, dit-il, la négativité reste dans le même. La négativité reste dans le même. Et l'une des définitions possible du nihilisme, d'après moi, mais il y en a beaucoup d'autres, et au fond le nihilisme échappe sans cesse aux définitions, c'est qu'il est souvent
on pourrait dire, une passion du même. C'est une passion du même, le même selon l'essence, hein, comme dit Heidegger, au fond, l'agriculture motorisée, enfin, vous connaissez la Shoah, la bombe nucléaire, tout ça, c'est le même selon l'essence. Ce geste, donc, cette passion du même selon l'essence, il faudrait être un petit peu attentif à ce que ça veut dire, selon l'essence, me paraît être une approche possible. Il y en a, je répète, il ne s'agit pas du tout de supposer que cette approche est exclusive du nihilisme. Et s'il y a passion du même, c'est parce que, je me réfère ici à nouveau à Lévinas, c'est parce que cette passion du même, cette passion nihiliste du même, est un déni du dehors, qui est toujours réduit, ce dehors, à un, au fond, derrière, c'est là où la question du secret pourrait être mobilisée, derrière le dedans. Hein. La philosophie va voir derrière le dedans, ce qui se cache derrière. L'extériorité n'est rien d'autre qu'un derrière le dedans. Ou alors la philosophie a aussi vocation à aller voir dessous, à aller voir sous les apparences. Chercher quelque chose qui se tiendrait caché derrière l'être, dit Schelling. Et Lévinas n'ignore pas qu'il y a au fond là quelque chose que lui-même, dans les premières pages d'Autrement quête, détermine comme la tâche même de la philosophie, la fameuse indiscrétion à l'égard de l'indicible ou à l'égard de l'invisible. Mais cette indiscrétion, qui est la tâche même de la philosophie, Autrement quête va l'exacerber selon une géométrie du dehors, du dedans, du derrière, du dessous, etc., qui va être exaucée jusqu'à ce que Jacobi, lui, appelle, dans des formules qui font vraiment songer à Lévinas, les formules de Jacobi sont les suivantes, un tout au-dessus et hors de moi, dit-il, tout au-dessus et hors de moi, un plus que moi, un mieux que moi, un autre, dans la traduction majuscule, un autre tout différent. Cet immanentisme radical que Jacobi détecte, en particulier dans le naturalisme spinoziste du Sioué, hein, Dieu ou bien la nature, ne peut être cassé, brisé, interrompu, dit Jacobi, que par un salto mortale, par où la raison pourrait enfin échapper à ses propres démons, à savoir le nihilisme. Le nihilisme dit le dernier mot des démons de la raison, néant et vérité, néantisation et accomplissement s'entredéterminent, en particulier dans leur devenir histoire, ce sera encore un autre thème, par où s'accomplirait quelque chose de la vérité de l'universel, mais c'est aussi une autre question quand on essaye de réfléchir un peu à cette question du nihilisme, les questions ou les interrogations se lèvent à chaque pas. Alors, dans Au dehors, chapitre 6, donc, par quoi j'ai commencé, Lévinas explique que la présente étude, comme il dit, ou le présent travail, donc autrement quête, détiendrait un enjeu majeur, un enjeu central, mettre en question, dit-il, le jeu, J-E-U, hein, le jeu de la perpétuation de la vérité idéaliste dans sa clôture, c'est-à-dire dans son enfermement, dans cet enfermement sans issue, dans ce qui demeure à l'intérieur de l'essence. Le même quant à l'essence pourrait là aussi être introduit comme en sous-main dans cette claustration de l'essence dont parle Lévinas. Ce jeu, qui n'est pas un jeu verbal, précise Lévinas, à la page 17, est un jeu comme un jeu de cache-cache en quelque sorte, et comme si l'essence jouait sans cesse à être et à néant. Et ce jeu serait donc tout en intériorité. Je cite encore une formule, page 272 Au dehors, un jeu qui se ferait à l'intérieur de la bipolarité de l'essence. Ce jeu de l'essence est un jeu où tout le possible est permis, dit-il. Il y a presque quand je parle de nihilisme, il y aurait presque ici une résonance dostoïevskienne ou russe du nihilisme. Il y a donc, pour dire les choses qui sont affirmées, il y a donc, nous dit Lévinas,
un nihilisme de l'essence. Pourquoi? Parce que, comme pour Jacobi, l'essence, ça n'est rien d'autre que son propre narcissisme. L'intériorité à elle-même de l'essence, dit Lévinas. On voit très bien pourquoi l'intériorité renverrait à l'être chez soi, hein, bei sich, zu Hause, pour reprendre les formules de Hegel, ou même à ce qu'Adorno décrit dans son livre sur Kierkegaard comme l'intérieur bourgeois. Hein. L'intérieur bourgeois, c'est l'intériorité narcissique de l'essence, repliée sur elle-même, comme si l'esprit spéculatif lui-même ne se réalisait que chez soi. Alors, à rebours de cette intériorité à soi, narcissique, à rebours de cette intériorité de soi, de son image, dans l'intérieur, hein, au sens aussi d'Ordo, le visage lui-même, je le disais en rappelant un passage tout à l'heure, un petit passage des carnets de captivité, le visage, les carnets en parlent comme, je cite, un extérieur infini, dit-il, par où l'infini se déborde lui-même, si l'on peut dire. Lévinas, je cite encore les carnets, ce n'est pas ce qui est infini qui est extérieur, mais ce qui est extérieur qui est infini. Et ce débordement de l'infini se joue en un plus haut que l'être, dit autrement qu'être cette fois. C'est presque les expressions de Jacobi que je rappelais tout à l'heure. La hauteur, donc, puisqu'on est avec dedans, dehors, on est dans la géométrie, si on peut dire, hein, dans l'esprit de géométrie. La hauteur, ce que Lévinas appelle aussi la gloire, c'est-à-dire le désintéressement de l'essence par le pour l'autre, désigne cette dimension d'extériorité à l'être et au non-être, dit Lévinas. Extériorité à l'être et au non-être. C'est-à-dire foncièrement à cette exposition, Orietta en a parlé également hier, à ce qui conduit à ce que Lévinas appelle une emphase de l'extériorité, c'est-à-dire qui vient sans cesse surenchérir sur l'espace, selon une spatialité extraspatiale ou hyperspatiale, ou plus spatiale que toute spatialité comme on voudra, non géométrique en quelque sorte, ou, comme dit Lévinas, ça tombe vers le haut. Hein, ça tombe vers le haut. Cette emphase de l'extériorité, son hyperbole, c'est cette... on est déjà là dans une dimension extraspatiale, si je le dis de façon très maladroite, mais cette emphase de l'extériorité, c'est cette exposition au dehors, cette sortie, ce qui signifie une extériorité qui ne serait pas évidemment l'envers de l'intériorité, mais un pur à découvert, irréductible à un espace où la lumière de l'être pourrait se dévoiler à un sujet connaissant, de haut en bas, pour le coup, là, selon l'ordonnancement habituel du savoir, qui est toujours articulé, dit Lévinas, autour du privilège de la question où. Privilège de la question où. Cet à découvert, vous voyez, si on continue, peut-être qu'on ne peut pas faire autrement à parler d'espace, c'est un espace désertique. C'est un espace de nomadisation, de dénudation dans l'errance désertique de la vérité nomade. Ce privilège de la question où, que Lévinas mentionne à la page 21, c'est, dit-il, toujours dans cette page, un privilège de l'essence qui couvre et recouvre tout, sans place pour l'exception, c'est-à-dire le hors de soi, sans place pour la subjectivité, laquelle a advenir, comme subjectivité nomadique ou désertique, comme je viens de le dire, comme dit Lévinas, c'est aussi des passages que Corietta a commenté hier, comme non-lieu, hors de soi, sans domicile, ni fixe ni pas fixe. L'essence comble tout,
elle ne laisse aucun intervalle de jeu, de vide, qui viendrait possiblement interrompre son exercice, son train d'essence, comme dit Lévinas. Au fond, cette essence, tout en intériorité, nihilisme, narcissisme, etc., cette essence, c'est un autre nom du conatus. Du conatus, c'est-à-dire Camus dit ça à propos de Max Stirner, il parle à propos de Max Stirner d'un nihilisme satisfait. C'est pour ça que je fais ce rapport avec le conatus. C'est-à-dire que là, le tout, la totalité, le tout de la persévérance de l'être ne laisse précisément aucune possibilité d'interruption. Sinon, tout s'effondre. C'est-à-dire que là, ça passe par un tout ou rien. Ce nihilisme, ce nihilisme de l'essence, c'est un nihilisme du tout ou rien. L'autre régime extra-essentiel serait celui de ce que Lévinas appelle précisément, page 114, un conatus à l'envers. Un conatus à l'envers, ce que dans un certain nombre de textes, j'ai essayé de décrire pour ma part comme un conatus interruptus. Et c'est-à-dire que ce conatus interruptus pourrait se déployer comme une figure de l'autrement qu'être, selon Lévinas. Alors cette spatialité de la hauteur, de la gloire, de l'emphase dont je viens de parler, cette spatialité donc extraspatiale, plus spatiale, etc., cette extériorité tout en infini, si je puis dire, et elle seule rend possible le visage, une pensée du visage. Sans le visage, l'être est enfermé entre ces quatre murs. Hein. L'être sans mur. Tout forme un tout, dit Lévinas, page 279. Tout forme un tout. Un tout, pour faire le lien, mais il va de soi entre les textes des carnets, un tout où tout s'absorbe dans tout, où rien n'est laissé hors de l'unité ou de la communauté de l'essence. Le nihilisme, ce nihilisme de l'essence, dit Lévinas, est une galère. Vous connaissez cette page, autrement qu'être. Une galère, dit-il, où le rien, le nihil, assure la cohésion, par quoi les galériens sont enchaînés les uns aux autres, sans possibilité d'évasion, sans possibilité d'affranchissement, voués à l'ilia, Lévinas dit, page 271, autrement qu'être, cette horrible éternité au fond de l'essence, dit-il. C'est une des formules pour l'Ilia. Cette horrible éternité au fond de l'essence, c'est-à-dire au fond des cales où les galériens du rien suffoquent et succombent. Donc l'évasion, ça n'est pas simplement, et il me semble que c'est quelque chose qu'on pouvait commenté hier dans la matinée d'hier avec Carmelo Meazza et Silvano Petrosino. Si je me souviens bien, j'ai dû en dire un ou deux mots, mais peut-être que ma mémoire défaille, je n'en sais rien. L'évasion n'est pas simplement une œuvre de Lévinas, une œuvre de jeunesse, le titre d'une œuvre de jeunesse de Lévinas, qui n'aurait pas d'écho ou peu d'écho dans l'œuvre ultérieure. Elle va jusqu'à cette au dehors qui ferme et qui ouvre autrement qu'être. L'évasion commandée par ceci que, je cite une phrase célèbre autrement qu'être, ce qui eut humainement lieu n'a jamais pu rester enfermé dans son lieu. Et donc cette évasion, elle est avant tout une évasion, on pourrait dire, si on suit à peu près la concaténation des 5 ou 6 arguments que j'ai avancés, mais je le fais de façon à la hussarde un peu, il faudrait être beaucoup plus précis sur chacun de ces chaînons. C'est une évasion hors du nihilisme, parce que l'enchaînement, c'est un enchaînement à l'être et dans l'être, et cet enchaînement, celui des galériens, si on veut garder cette image, cet enchaînement est la source historique du nihilisme. Je cite encore Lévinas,
toujours dans le au-dehors, hein, la philosophie reste chez elle en disant l'être, à l'intérieur de soi, chez soi, etc. Enfin, bon, ce registre est très bien circonscrit par Lévinas. Il n'est pas le seul, mais dans Autrement qu'être, il y a des formules qui le disent très bien. La philosophie reste chez elle en disant l'être, dit-il, et si elle reste chez elle en disant l'être, c'est qu'elle reste dans sa propre claustration, c'est le mot de Lévinas, et le visage, bien sûr, et tout ce qui se constelle autour du visage est de l'ordre, très précisément, de ce que Lévinas appelle une déclaustration. Déclaustration qui advient, qui s'effectue par autrui, et qui s'interdit, page 280, la réclusion et la rentrée dans la coquille de soi. Euh, et donc qui interdit, du coup, un sens qui serait le sens de toute ontologie. Et alors, à rebours de tout cela, s'accomplirait quelque chose que Lévinas appelle éthique. Or, toute tentation nihiliste, je, je, toute ma philosophie, écrivait Lévinas, encore j'aurais beaucoup parlé des carnets alors que nous sommes là pour les 50 ans d'Autrement qu'être, mais c'est peut-être pas une mauvaise chose de faire un lien comme ça entre les primes textes philosophiques et le grand œuvre d'Autrement qu'être. Je cite donc les carnets. Toute ma philosophie consiste à substituer au néant, à la négativité, à la néantisation, l'apparition d'autrui. Bon, je vous laisse ressentir bien, ce qui va de cette proposition à Autrement qu'être, bien sûr, en passant, bien sûr, par totalité infinie. Ce qui s'accomplit de cette façon, c'est, je parle de totalité infinie, ce qui s'accomplit, c'est l'au-delà de l'essence, le sous-titre d'Autrement qu'être, qui résonne bien sûr avec le sous-titre de totalité infinie, et c'est sur l'extériorité, au-delà, c'est l'extériorité. Non pas, évidemment, comme expression figée de l'altérité, il faut à chaque fois entendre et laisser résonner à chaque fois et de nouveau la subtilité, presque la voix de fin silence de cet autre ou de cet autrement, comme nous l'a enseigné Lévinas, hein, c'est-à-dire à être sensible, à ne pas confondre autrement qu'être et être autrement. C'est essentiellement ça. Et cette extériorité, au-delà, toujours au-delà, page 272, Lévinas la détermine comme sortie du concept. Il écrit sortie avec une majuscule. Ouverture, je cite encore, hein, toujours le chapitre 6, ouverture du sujet au-delà de la lutte pour soi, dit-il, évasion continuée. Et ces figures d'abord, à un moment, ont été pensés par Lévinas comme métaphores. Hein, c'est les textes qu'on trouve dans le second volume. Et dans ces textes, qui sont très remarquables à plein d'égards, hein, mais la métaphore elle-même, Rodolphe Calin écrit des choses là-dessus, avec Catherine Chalier, la métaphore elle-même est déterminée comme, je cite, euh, cette formule du deuxième volume, sortie en dehors de l'expérience et du monde. La métaphore elle-même est une sortie provisoire, peut-être, une sortie provisoire du concept. L'ouverture, donc, ou la sortie, il faut être prudent parce que, évidemment, ouverture, sortie, évasion, etc., ça peut être de mauvaises nominations. Elles peuvent mal nommer ce qu'elles entendent nommer si on y entend peut-être aussi une initiative, quelque chose comme une initiative que prendrait volontairement un sujet claustré, un sujet enfermé au-dedans de soi, de sortir. Hein. Ça, ce serait peut-être plutôt l'être au monde heideggerien, qui est à la fois, ça a à voir et c'est radicalement différent. Ce serait plutôt donc peut-être l'être au monde dont parle Heidegger, c'est-à-dire que dans la corrélation originaire qui caractérise ce que Lévinas lui-même appelle le monde de Heidegger, hein,
il y aurait là, dans cet être au monde, nulle extériorité. C'est-à-dire que l'ouverture de l'être au monde, c'est le même mot, hein, l'ouverture de l'être au monde ne ferait que laisser apparaître le Dasein comme le là de l'être, c'est-à-dire un là livré à soi, jeté, sans dehors que son être a. Alors, on pourrait adresser à Lévinas l'objection qu'on entend d'ailleurs à la fin d'Autrement qu'être, et qui revient aussi, qui est récurrente, hein, qui est aussi récurrente que le scepticisme, euh, s'ouvrir, ouvrir au-delà de l'essence, est-ce que ça n'est pas encore thématiser, repenser l'être en l'élargissant à d'autres modalités ontologiques? C'est là où être autrement et autrement qu'être diffèrent. Euh, Est-ce que ça ne revient pas à en rassembler encore les unités les unités de champ en intentionnalité et donc retrouver une intimité, en quelque sorte, une intériorité, si on veut, plus riche, plus sensible, plus épaisse et plus profonde de l'être? Cette objection, bien sûr, est de provenance ou de sensibilité plutôt hegelienne, c'est-à-dire que l'extériorisation, tout ce registre de l'Entäußerung ou de la Veräußerung, et là, peut s'avérer là mobilisateur, mais Lévinas prend le soin de préciser, je cite la page 274, je cite Lévinas, donc, l'extase comme hors de soi d'un étant, en tant qu'étant, l'extase, donc oui, une modalité, une mauvaise modalité de la sortie, hein, l'extase comme hors de soi d'un étant, en tant qu'étant, c'est l'essence, dit-il, la majuscule. Euh, cette extase comme hors de soi d'un étant, en tant qu'étant, est-ce que par là n'est pas condamné l'étant? Est-ce que par là l'étant n'est pas voué à demeurer à nouveau toujours en multipliant les sorties, en quelque sorte, enfermé chez lui, éventuellement à travers portes ou fenêtres ouvertes, hein, on a parlé également hier. Il faudrait ici, au moins analytiquement, j'en ai plus pour... ça va? Oui, très bien. Il faudrait donc ici distinguer entre je disais à quel point l'usage même de ce terme d'extériorité est redoutable. Il faudrait distinguer entre une extériorité d'objectivité, c'est-à-dire une extériorité qui serait l'espace, la distance, et qui permettrait, c'est pour ça que je l'appelle extériorité d'objectivité, qui permettrait à l'objectivité de se former, à la présence de se mettre en place, et à l'être de se dévoiler dans de nouveaux ancrages dans l'essence ou dans l'apparaître, et une extériorité, je garde ce mot faute de mieux pour l'instant, où viendrait s'ouvrir, extériorité, ouverture, les mots sont chargés de possibles malentendus, hein, mais où viendraient s'ouvrir des modes absolument inédits, c'est ça la merveille d'Autrement qu'être, comme la trace, l'irrécupérable, le dire comme temporalisation du temps, comme autrement que l'essence. Les significations de ces modes multiples, de ces multiplicités, ne passent pas par le dévoilement d'une extériorité à une intériorité qui viendrait l'absorber, mais signifient l'extériorité comme cette extériorité désertique dont je parlais tout à l'heure, cette extériorité sans abri, sans protection, pure exposition, sans couverture. Je cite encore, pour citer un long passage, page 275, page 276, je vous y renvoie, cette extériorité comme un dehors où rien ne couvre rien, un pur à découvert. C'est autre chose que l'ouverture d'une intériorité à une extériorité. Alors, je suis pour ma part, je l'ai dit en commençant, je ne vais pas très redevable
à Lévinas d'avoir maintenu ce cap de l'extériorité, ou d'une expression très galvaudée du monde extérieur. Vous savez certainement que Heidegger se moquait de cette expression monde extérieur. Hein. Pour lui, le monde était forcément extérieur, et dire monde extérieur, c'était aussi bête que de dire botanique des plantes, hein, comme il dit. Euh, une fois qu'on adopte le point de vue de Heidegger, on voit très bien ce qu'il veut dire. Il y a une très grande rigueur dans cette causticité anti-monde extérieur. Mais ces tautologies sont souvent, me semble-t-il, précieuses en philosophie. Je me réfère à tout ce que Rosenzweig a pu dire de la tautologie. Euh, et cette extériorité, selon Lévinas, c'est celle qui fait que j'ai deux mains, dit-il, dans un texte également des carnets. Elle est irréductible à l'extériorité d'objectivité. Elle est, comme dit Lévinas, merveille, c'est-à-dire tout en hauteur, en infini, en ailleurs, en profondeur, hors l'être. Elle est donc la ressource première. C'est là que Heidegger peut être pris en défaut d'ailleurs, hein, y compris dans cette raillerie. La ressource première de mes deux mains, comme dit Lévinas, c'est-à-dire de mon corps, de ma faim, de ma sensibilité, de ma substitution. Je voudrais, pour finir, souligner que ce nihilisme de l'être ou de l'essence, thématisé par Autrement qu'être, et plus largement par l'œuvre lévinassienne dans son parcours entier, se dit dans de nombreuses occurrences sous le vocable de l'ilia. Je l'ai dit en passant tout à l'heure. Si on se rapporte aux premières pages d'Autrement qu'être, on y lit que l'être, c'est-à-dire l'affrontement des êtres, l'affrontement de leur persévérance respective dans l'être, c'est une guerre. On peut se référer aussi au début de Totalité Infinie, bien sûr. C'est l'affrontement des êtres. C'est une guerre où sourd et d'où sourd un effrayant anonymat, une menace de la substance, pourrait-on dire. Il y a, et si il y a nihilisme. Il y a, ça peut être le nom de ce néant bruissant dans la nuit, bruissant dans la nuit de l'être. Là aussi, cette intuition s'esquisse dans la fameuse scène d'Alençon, que François David Sebas, pour qui j'ai une pensée à l'instant, ce matin, a finement analysé. C'est une scène, cette scène d'Alençon, à quoi Lévinas, soldat, hein, assiste. C'est une scène de pillage pendant cet épisode historique qu'on a si bien nommé débâcle. Euh, je cite, les gens qui emportent ce qui n'a aucun sens. C'est ça le pillage. Hein. Les choses je cite encore la page 132 et suivante du premier volume, les choses se décomposent, perdent leur sens, fin des illusions, fin du sens, le sens lui-même comme une illusion. Je ferme je clôt la citation. Cette désolation, cette débâcle, ce monde cassé, ce monde qui est comme un espace sans paysage, dit Lévinas, nous propose une vision du nihilisme comme ontologie du pillage de ce qui n'a pas de sens, en quelque sorte, indéfiniment nocturne, sans éclaircie axiologique, on pourrait dire en tout cas sans éclaircie sans visage, on pourrait dire tout simplement sans visage. Et en ce point pivot de l'Ilia, le nihilisme de l'être pourrait renvoyer, j'ai fait une allusion très rapide à ça en commençant, en ligne droite, l'allusion c'était la petite phrase de Léo Strauss que j'ai citée en commençant, aux formes politiques du nihilisme, où l'on peut voir à l'œuvre les jeux, je reprends le mot de Lévinas dans notre enquête, les jeux idéologiques, les jeux pratiques, les jeux militants également, qui s'organisent autour de ce couple, de ce couple matriciel être et néant, comme dit Lévinas. Ce jeu de l'être et du néant éclaire, au fond, le côté sombre
ou la force obscure de ce qu'on appelle la culture, de ce que on décèle dans cette culture académique, disons, comme sa barbarie propre. Barbarie n'est pas un mot que Lévinas utilise, dont il ferait un véritable usage. Il appelle ça plutôt la paix de l'Empire, dit-il, hein, la paix de l'Empire. C'est-à-dire une sorte de totalité étouffante qui vient après l'ontologie de la guerre. Je dis barbarie en songeant, bien sûr, à Benjamin, en songeant aussi à Peggy, qui utilise ce mot pour caractériser, au fond, chez l'un et l'autre, euh, la manifestation historiale du nihilisme comme autodestruction interne ou larvée, c'est ça la barbarie dont il est question ici. Barbarie et on comprend du coup pourquoi elle est au plus proche, au plus intime des plus hautes cultures. Euh, Comme si cette barbarie était le cœur intime de ces plus hautes cultures, plus intime que l'intime d'elle-même en quelque sorte. C'est cette barbarie, le mot n'est pas utilisé par Lévinas, mais c'est celle qu'il dénonce lui-même en retrouvant en quelque façon dans un entretien bien postérieur, mais en retrouvant le diagnostic de Léo Strauss. Je finirai donc par cette petite phrase de Lévinas. Que voulez-vous? Le nihilisme, c'est cela. Le plus grand philosophe du siècle, c'est Heidegger. Et Heidegger avait sa carte au parti nazi. C'est cela, les temps dans lesquels nous vivons. Et ces temps sont les temps du nihilisme, comme j'ai essayé de le montrer. Je vous remercie.